Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à tous. Vous êtes au cœur des tempêtes. Les aéroports pour qui s'intéressent à l'aviation, on est là dans des sujets extrêmement compliqués. Hier, j'entendais des candidats à des élections dire qu'il fallait fermer les aéroports. C'était un peu comme si on veut fermer les hôpitaux pour qu'il y ait moins de malades, quoi, exactement. Donc, si vous voulez, à un moment donné, vous avez été dans la bourrasque du Covid. Avant, c'était la compétitivité. Et puis maintenant, évidemment, c'est la question du carbone et du changement climatique. Vous allez sans doute nous dire comment vous faites ça. Moi, j'ai été très impressionné par la qualité des documents produits par ADP, notamment sur leur stratégie bas carbone. Comment est-ce qu'ils comptent leurs émissions? Comment est-ce qu'ils préparent l'avenir pour des avions qui seront eux-mêmes décarbonés? Madame, on vous écoute avec passion. Effectivement, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Mon propos aujourd'hui, c'est effectivement d'essayer de vous expliquer ce que fait le groupe ADP pour réduire ses propres émissions et la manière dont nous travaillons avec nos partenaires, puisque c'est justement aussi cet élargissement de notre champ d'action qui est un réel marqueur dans la période récente. Le groupe ADP, c'est un exploitant aéroportuaire qui exploite 27 aéroports à travers le monde. Donc on est vraiment un acteur mondial, leader du secteur aéroportuaire. On a aujourd'hui une politique de maîtrise de notre impact environnemental qui est une politique historique puisqu'on a depuis déjà plusieurs années pris des engagements sur ce qu'on appelle notre scope 1 et 2, c'est-à-dire nos émissions directes. Alors, si on entre un petit peu plus précisément, on a pris en 2017 effectivement l'engagement d'être neutre en carbone en 2030 sur les plateformes parisiennes. Le terme neutre en carbone aujourd'hui pour une entreprise est assez contesté, mais néanmoins il dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller jusqu'au bout de la réduction de nos émissions et on s'engage à compenser ce qui ne sera pas éliminé à cet horizon. Et puis bien sûr, on a pris cet engagement en 2019 d'être sur du zéro émission nette en 2050, c'est-à-dire d'avoir pour le coup une absence totale d'émissions et donc d'absorber l'équivalent de ce qu'on n'aura pas réussi à réduire. C'est une politique qui est aujourd'hui partagée sur l'ensemble du réseau ADP, puisqu'on a 23 aéroports qui sont aussi aujourd'hui engagés sur sur cet objectif neutralité carbone 2030 et 7 aéroports qui sont engagés sur l'objectif zéro émission nette 2050. En réalité, aujourd'hui, la vraie transition importante pour nous, c'est surtout de nous apercevoir que on avait la nécessité d'aller beaucoup plus loin et surtout de réaliser que la réalité de nos impacts porte aussi très largement sur le scope 3. Alors aujourd'hui, quand on parle de neutralité carbone et de notre référentiel habituel de réflexion, on s'inscrit dans un label qui s'appelle l'Airport Carbon Accreditation, qui est un label qui rassemble tous les aéroports à travers le monde. Cet Airport Carbon Accreditation, il prend en compte un certain nombre d'émissions du scope 3 et qui sont notamment les émissions de la plateforme aéroportuaire. Donc quand on parle des plateformes aéroportuaires, ça veut dire les accès des passagers et des salariés, les émissions des avions dans la phase LTO, c'est-à-dire le landing and take-off. Je suis désolée, excusez-moi, est-ce que vous pouvez retirer la présentation parce que j'en suis pas là et par ailleurs je pense que en fait on peut peut-être continuer un petit peu plus longtemps comme ça. Merci. Donc en fait, c'est ce qui est dans le champ. Et donc en fait, nos émissions à nous, sur ce champ de l'Airport Carbon Accreditation, ça représente 3% nos émissions du scope 1 et 2 représentent 3% de ce qu'on appelle les émissions carbone des plateformes aéroportuaires au sens de l'Airport Carbon Accreditation. Donc on a un premier champ d'élargissement de notre action qui est bien sûr d'aller au-delà et donc d'essayer d'effacer les émissions des plateformes aéroportuaires. Mais en réalité, on est dans cette démarche, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, à se rendre compte qu'en réalité, notre scope 3 va même encore au-delà et qu'il faut qu'on inclue la totalité de l'amont de la chaîne et de l'aval de la chaîne. Alors l'amont de la chaîne, c'est bien sûr les impacts incorporés dans les achats, et ça, la cartographie de ces impacts-là est extrêmement compliquée, et les impacts de cycles de construction, notamment des constructions d'infrastructures sur nos plateformes.
Et puis on a l'impact du transport aérien étant entendu sur le champ de la demi-croisière des avions, et donc notamment pour tous les départs et les décollages depuis nos plateformes. Ça, c'est un impact qui est beaucoup plus large. Si on est à peu près sur 2 millions de tonnes sur les plateformes aéroportuaires, quand on prend les avions en croisière, on passe à peu près à 15 millions de tonnes, si on veut faire simple, pour ce qui est à l'atterrissage et au décollage sur la demi-croisière, parce que l'autre demi-croisière est attribuée à l'aéroport d'arrivée de nos plateformes. Aujourd'hui, la réforme culturelle, en fait, en quelque sorte, pour ADP, c'est non seulement de se rendre compte que c'est des impacts indirects, mais aussi de se rendre compte que ce sont des impacts sur lesquels nous avons une forme de responsabilité et dont nous sommes acteurs à part entière. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui est un changement dans l'état d'esprit d'ADP sur la manière d'aborder ces impacts, de se dire qu'on n'est pas uniquement partenaire, mais on est aussi, nous aussi, en responsabilité sur ces émissions-là, et il faut vraiment qu'on travaille avec les acteurs de la filière sur ces émissions. Alors on a eu un vrai progrès sur l'année 2020 et 2021, qui est que pour la première fois, vraiment, l'aviation européenne a réussi à poser sur le papier sa trajectoire vers la neutralité carbone en 2050. C'est pas négligeable parce que c'est quand même quand on a une trajectoire, quand on a un fil rouge, qu'on est en capacité de savoir piloter en fait cette trajectoire et de mettre en place les actions et de vérifier finalement qu'on est cohérent avec cette trajectoire année après année pour éventuellement prendre les actions correctrices. Donc cette phase de conceptualisation, de théorisation de la trajectoire, elle est absolument essentielle. Et elle permet aussi aux acteurs de savoir où doit se positionner l'effort d'investissement et où est-ce qu'il faut agir pour réduire les émissions. Alors très concrètement, sur cette trajectoire, on a 4 leviers principaux qui devraient permettre d'amener l'aviation européenne à la neutralité carbone 2050. Alors le premier levier, c'est le progrès des flottes, le renouvellement des flottes. C'est absolument essentiel parce que l'avion, plus il est léger, moins il consomme. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est important, qui est que les compagnies aériennes, dans la période de très grande crise qu'elles ont connue en 2020, ont maintenu leur effort de renouvellement des flottes. Et c'est aujourd'hui le premier poste d'investissement d'Air France, notamment, d'acheter des avions de plus en plus performants et de maintenir ce programme de renouvellement. Ça, c'est vraiment... aujourd'hui, on a... En résumé, chaque génération d'avions qui consomme à peu près 25%, à 30% éventuellement, mais pour la plupart 25% de CO2, de kérosène et donc de CO2 en moins que les générations précédentes. Ensuite, on a le progrès des opérations et notamment de ce qui est fait par les services de la navigation aérienne pour optimiser les trajectoires en vol et les trajectoires d'approche et de décollage, et puis par les acteurs et la communauté aéroportuaire réunis pour optimiser les circulations sur l'aéroport. Ce levier-là, il n'est pas totalement évident à quantifier, il y a un certain nombre de débats sur le sujet, mais en tout cas il s'agit bien d'avoir l'optimum en permanence pour essayer de consommer le moins possible. Ensuite, on a un troisième levier, et ce troisième levier, on en a tous entendu parler, il est absolument majeur, c'est ce qui va même permettre le maximum de réduction d'émissions à horizon 2050, c'est le retour au carburant aéronautique durable. Et ça, c'est vraiment un chantier absolument essentiel pour toute l'aviation, de réussir à sécuriser un approvisionnement à un prix compétitif pour alimenter les avions en carburant aéronautique durable. On a plusieurs voies technologiques pour ces carburants aéronautiques durables, donc aujourd'hui des choses qui utilisent en effet de la biomasse, mais notamment de la biomasse étant des huiles usagées comme le vol qui est parti de CDG pour Montréal le 18 mai, avec 16% de carburant aéronautique durable produit à partir d'huiles usagées, et puis qui peuvent aller vers des générations ensuite plus performantes à partir de résidus forestiers, de microalgues ou de kérosène de synthèse.
Et puis ensuite, il y a un dernier levier dont on parle aujourd'hui aussi beaucoup, même s'il va prendre plus de temps à émerger à horizon 2050, mais compte tenu des cycles d'investissement de l'aviation, il est aussi absolument essentiel à travailler dès aujourd'hui, c'est l'avion à hydrogène, et donc qui intègre une rupture technologique très importante qui permet pour le coup d'être réellement neutre en carbone à partir du moment où c'est de l'hydrogène bas carbone qui est utilisé pour être produit pour être consommé dans les avions. Ces différents leviers, ils sont complémentaires et non pas substituables l'un à l'autre, puisqu'en réalité, ce ne sont pas les mêmes segments d'avions qui vont pouvoir passer à l'hydrogène, au carburant aéronautique durable, etc. Alors, tout ça, bien sûr, peut par ailleurs inclure un effet sur la demande, et c'est ce qui a été modélisé par les acteurs dans cette trajectoire qu'on appelle Destination 2050, qui a été rendue publique en début d'année, parce qu'en fait, aujourd'hui, le défi principal de l'ensemble de ces solutions, c'est bien le défi économique, et c'est celui de l'impact sur le prix du billet de l'ensemble de ces solutions qui aura probablement un effet malgré tout sur la demande d'aviation dans les années à venir. Voilà, cette transition-là, c'est un enjeu absolument majeur, et bien sûr le groupe ADP a pleinement son rôle à jouer dans cette transition de l'aviation. D'une part parce que nous sommes un acteur aux côtés de nos partenaires, y compris dans justement cet effort aussi de faire comprendre cette trajectoire et de mobiliser la communauté du transport aérien autour de ces enjeux, mais aussi parce qu'on a un rôle absolument direct, à la fois en prise de participation dans des projets sur des carburants aéronautiques durables, puisqu'on est aujourd'hui acteur de 5 consortiums de production de carburants aéronautiques durables, et puis sur l'hydrogène de manière encore plus directe, puisque compte tenu du fait que c'est un carburant qui n'est pas miscible avec le kérosène, ça implique d'avoir des circuits de distribution et d'avitaillement des avions qui sont ad hoc, qui sont mis en place expressément pour l'hydrogène et qui du coup sont extrêmement impactants pour les aéroports. Et puis bien sûr ça nécessite aussi la mise en place d'une régulation à proprement parler qui doit être travaillée longtemps à l'avance. Donc ça, c'est l'ensemble des chantiers dans lesquels on est aujourd'hui. C'est absolument majeur. C'est une vraie révolution dans laquelle s'est engagée l'aviation qui aujourd'hui affirme vraiment cet objectif de transition et d'atteindre la neutralité carbone comme une priorité absolue. C'est un sujet qui vient s'ajouter pour le groupe ADP à notre trajectoire de baisse des émissions sur notre scope 1 et 2 et au travail qu'on fait par ailleurs, qui peut sembler plus simple mais qui ne l'est pas forcément tant que ça, sur toute la partie accès des passagers et des salariés à nos plateformes, puisqu'on a aussi un énorme enjeu bien sûr sur le recours aujourd'hui à la voiture individuelle et notamment à la voiture thermique pour accéder aux plateformes parisiennes, qui est là aussi un sujet très compliqué puisqu'on est en limite de responsabilité mais qu'on souhaite être un acteur à part entière aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités qui nous entourent pour essayer de travailler sur cette décarbonation des accès. Voilà en quelques mots pour cette trajectoire. On a bien sûr un ensemble d'enjeux, comme vous le constatez, qui est extrêmement vaste. On n'est pas rentré non plus dans le sujet de la construction durable, mais qui est absolument majeur pour l'aéroport de CDG, puisqu'on sait bien que si on est amené à construire une infrastructure, c'est encore l'équivalent de plusieurs potentiellement années, voire dizaines d'années de notre exploitation quotidienne sur le scope 1 et 2. En tout cas, ça reste aujourd'hui un peu théorique, mais c'est un enjeu aussi absolument essentiel pour le maître d'ouvrage que nous sommes, de progresser sur cet enjeu de la construction bas carbone et de devenir exemplaire dans ce domaine. Voilà en quelques mots les sujets auxquels on fait face aujourd'hui et sur lesquels nous sommes extrêmement mobilisés. Merci beaucoup. ADP prend quasiment la responsabilité de toute l'aviation. C'est extraordinaire de vous entendre. Mais ça signifie aussi qu'on a des enjeux de compétitivité, puisqu'à ce moment-là, il faut que, par exemple, à l'OACI, on se mette d'accord sur l'incorporation des carburants durables, etc. Donc, parallèlement à cet effort impressionnant, je dois dire, avec les étapes,
il y a aussi un effort politico-diplomatique à l'échelle mondiale pour que, si je puis dire, Dubaï ou d'autres n'en profitent pas de manière indue, quoi. Donc il y a ça. Et puis, on est parti des choses qui paraissent plus simples, hein, plus à portée. Hein. Comment est-ce qu'on va à vos aéroports? Est-ce qu'on peut y aller à bicyclette? Est-ce qu'il y a des parkings à bicyclette après tout dans les aéroports? Je ne me souviens pas d'en avoir vu. Il faudrait qu'on puisse les mettre dans les trains, enfin, etc. Tout ça, c'est absolument passionnant. Vous n'avez pas parlé de l'avion électrique. Je dis ça parce que il y a quelques avions électriques déjà qui volent, enfin en tous les cas qui vont voler dans les pays nordiques. C'est pour des petites lignes, hein, c'est pour des petits trajets. Et donc, la difficulté, me semble-t-il, c'est comment ne pas contraindre l'avenir en choisissant une technique qui sera abandonnée plutôt qu'une autre. Comment est-ce on reste prêt à les accueillir toutes? Et comment est-ce que tout ceci s'insère aussi dans les efforts européens du ciel unique, etc. Donc, il y a toujours tout ça qui manifestement encore complique votre travail. Oui, absolument. Tout ça fait partie de l'ensemble des enjeux sur lesquels on essaye de travailler, sur lesquels on n'a pas bien sûr l'ensemble des réponses. L'aviation électrique, ça c'est déjà en partie une réalité, l'aviation électrique. Hein. On a aujourd'hui des petits modules, notamment pour l'aviation école, et donc le groupe ADP qui exploite 10 aérodromes en région Île-de-France commence à accueillir en lien avec la fédération française de l'aviation de loisirs ces avions électriques sur nos plateformes, avec notamment un constructeur qui s'appelle Pipistrel qui a produit des avions de ce type, et on aura encore l'occasion d'en faire une démonstration très, très prochainement. Donc l'aviation électrique, c'est déjà une réalité. Bien sûr, ça va rester aussi sur un certain segment d'aviation. Donc ça peut se développer. On a aujourd'hui des constructeurs qui travaillent sur des avions pouvant aller jusqu'à environ 20 places d'avions électriques. Donc il y a une place pour ces avions-là, mais qui n'est pas sur l'aviation commerciale qui fait l'essentiel du trafic des plateformes du groupe ADP, d'où le fait qu'effectivement, à l'échelle, on va dire, des émissions du secteur, ça reste un peu plus marginal. Mais oui, bien sûr, c'est aussi une solution pour un certain type de mobilité, et de toute façon, c'est absolument certain. Nous semble-t-il qu'il faut qu'on travaille sur un panel de solutions, et on voit bien qu'il n'y a pas une option unique, une voie royale qui va permettre de décarboner l'aviation, mais bien l'ensemble de ces propositions. Donc on travaille sur ce sujet-là, et oui, effectivement, les accès aussi. Alors la bicyclette, pourquoi pas, c'est sans doute pas la solution majeure, notamment pour les passagers. En revanche, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur les sur les solutions de transport lourd qui peuvent alimenter nos plateformes. Aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir dans les années à venir en perspective la ligne 14 et la ligne 18 du Grand Paris Express à Orly, la ligne 17 à Roissy, le CDG Express à Roissy, et puis une amélioration aussi de la connectivité TGV, et ça c'est absolument essentiel pour nous, hein. On souhaite vraiment travailler aussi sur cette intermodalité, et c'est un projet dans lequel les compagnies de nos plateformes sont aussi assez engagées, et on a notamment des travaux sur le sujet avec la principale compagnie française de la SNCF pour renforcer l'offre train plus avion et la qualité de la correspondance sur nos plateformes, et on aura notamment la gare TGV de Pont-de-Rungis aussi qui va permettre de faciliter la correspondance à Orly. Donc on a ces projets qui sont des projets de transport bien sûr très, très importants qui permettent de travailler sur ces accès. Mais après, la réalité du quotidien, c'est aussi des solutions qui ne passent pas que par ces transports lourds. Pour les salariés notamment, et pour toutes les parties qui sont des trajets, on va dire est-ouest, non pas de la ville à l'aéroport, mais plutôt des territoires du Val d'Oise et de la Seine-et-Marne vers l'aéroport, on est plutôt sur des solutions qui sont soit des solutions de bus à haut niveau de service, et c'est déjà très important d'avoir réussi à travailler avec Île-de-France Mobilité sur 3 lignes de bus à haut niveau de service qui vont desservir le Val d'Oise dans les années à venir, et puis sur des solutions de transport qui peuvent être plus sur des modes
d'usage, sur de l'encouragement au covoiturage, notamment pour l'accès des salariés. Et puis on a une solution de transport à la demande, puisqu'on a aussi un enjeu particulier sur nos plateformes, et notamment sur l'aéroport de Roissy, qui est l'importance des salariés en horaire décalé, qui représentent aujourd'hui à peu près 80% des salariés de la plateforme. Donc, comme on a 90 000 salariés à Roissy et 30 000 à Orly, on a une très grande majorité de ces salariés qui sont en horaire décalé, et donc pour lesquels les solutions ne sont pas si nombreuses, d'où le fait qu'on a travaillé sur un réseau de transport à la demande qui s'appelle Filéo pour ces populations. Aujourd'hui, on produit déjà notre propre énergie, enfin on achète l'électricité, en revanche on produit la chaleur et le froid sur nos plateformes, et donc avec un mix énergétique qui effectivement est d'ores et déjà en cours de transformation vers de l'énergie 100% décarbonée. Alors le mix énergétique aujourd'hui à Roissy, on a une centrale au gaz et une centrale biomasse. Et donc, on a aujourd'hui une part d'à peu près 45% de notre chaleur qui est produite par la centrale biomasse. Et demain, on a un projet de centrale géothermique à Roissy qui va nous permettre de décarboner la très très grande majorité de la production de chaleur, de manière justement à concourir à cet objectif de neutralité carbone 2030. Donc on va avoir 2 doublés de géothermie qui vont être mis en service dans les années à venir. Du côté d'Orly, on a d'ores et déjà une géothermie en place qui alimente la plateforme aux côtés de la centrale gaz. Et par ailleurs, on a un approvisionnement en chaleur par l'incinérateur des déchets du marché de Rungis. Donc là, c'est aussi assez intéressant parce que c'est vraiment une logique de symbiose territoriale, quelque part, qui nous permet d'avoir une alimentation en chaleur décarbonée provenant de l'activité proche. Donc l'objectif, c'est bien de passer tout ça à 100% dans les années à venir, et ça va justement faire partie de la marche aussi vers le zéro émission net. Mais en tout cas, oui, bien sûr, nous sommes aujourd'hui un producteur d'énergie et nous sommes d'ores et déjà un producteur d'ENR. Alors la suite sur les carburants aéronautiques durables, bon, c'est l'avenir du secteur, donc c'est vraiment ça va venir petit à petit. Déjà, il y a une première étape en 2022 sur laquelle il y a un objectif d'incorporation qui a été pris dans la loi française, donc, qui est de 1% en 2022. Alors ça peut paraître bas, mais compte tenu du fait qu'on a une production qui jusqu'ici était à peu près inexistante, l'objectif c'est bien d'avoir un objectif d'incorporation qui soit cohérent avec le rythme de montée en vigueur de la production pour ne pas avoir un déséquilibre trop fort entre l'offre et la demande. Donc c'est 1% en 2022, cette trajectoire elle va bien sûr continuer. Aujourd'hui il y a des objectifs indicatifs dans la stratégie nationale pour le déploiement des biocarburants qui est de 5% en 2030 jusqu'à aller à 50% en 2050. Mais on attend aussi quelque part un objectif au niveau européen, parce qu'en fait sur ce sujet-là, c'est absolument essentiel, compte tenu du fait que toute incorporation de carburant aéronautique durable aura progressivement un impact sur le litre de carburant mis dans les réservoirs des avions. C'est absolument essentiel qu'on préserve au maximum le juste niveau de concurrence, et donc cette stratégie nationale est indicative. L'objectif c'est bien d'avoir un mandat d'incorporation qui soit fixé au niveau européen et qui permette donc de maintenir les bonnes conditions de concurrence entre les compagnies européennes. Donc c'est quelque chose qui très clairement sera dans le paquet Fit for 55 qui est attendu le 14 juillet, et donc on regardera avec intérêt ce que proposera la Commission dans ce domaine. Le Green Deal, en fait, on a, nous, énormément l'ensemble de la trajectoire qu'on présente est quelque chose qui ne peut réussir que dans une bonne alliance entre les autorités publiques et le secteur privé. On voit bien que l'enjeu de toute façon de préservation de la concurrence c'est un sujet majeur, donc c'est sans doute en premier ça
qui est attendu des autorités européennes, c'est de s'assurer que les efforts de transition ne pénalisent pas sur le plan concurrentiel les compagnies qui iraient plus vite que d'autres. Donc ça, c'est vraiment le premier enjeu sur lequel on attend l'Europe. Ensuite, c'est effectivement de donner de la lisibilité et de la visibilité, puisqu'on voit bien que sur le sujet des carburants aéronautiques durables, aujourd'hui, on est freiné par l'absence de production massive sur le sol européen, et donc de donner de la visibilité sur les taux d'incorporation qui sont attendus pour que les projets puissent se faire, et puis aussi pour qu'il y ait un ciblage ou en tout cas une priorisation de l'usage pour l'aérien de ces carburants plutôt que leur détournement entre guillemets vers des secteurs qui ont d'autres solutions de décarbonation et donc notamment le transport routier. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur ce signal de priorisation qui est absolument essentiel pour nous et attendu des autorités européennes. Ensuite, ce sujet du déploiement des carburants aéronautiques durables, il nécessitera un accompagnement pour aider au dérisquage des projets et à la maîtrise des impacts coûts pour les acheteurs, sur lesquels ça peut être à discuter au niveau européen ou au niveau national, mais en tout cas avec un accompagnement nécessaire des pouvoirs publics pour que là aussi ça ne se traduise pas par une dégradation des conditions concurrentielles qui amènerait du coup à finalement freiner cette transition. Et puis ensuite le sujet hydrogène, il est majeur à la fois là aussi sur l'accompagnement qui peut être fait à la recherche, comme c'est déjà le cas en France, et à la transition des infrastructures, et puis bien sûr sur la mise en place de la réglementation et de normes qui soient transverses, puisque cet avion qui est totalement nouveau et donc qui a des modes d'utilisation particuliers ne pourra fonctionner que s'il y a une standardisation des règles et des normes dans tous les aéroports du monde, et là-dessus l'Europe doit vraiment être force de proposition à notre sens au niveau international et au niveau de l'OACI. Et puis, juste dernier sujet de ce qu'on attend aussi de l'Europe, bien sûr, sur le volet opération, le ciel unique européen, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on réussisse à avoir les trajectoires les plus optimales, et ça, c'est quelque chose aussi sur lesquels on attend bien sûr beaucoup l'Europe. Est-ce que je peux être un peu polémique ? Au fond, les compagnies aériennes et l'aviation ont réclamé que la politique, la France, les autorités lancent un vrai plan pour produire des biocarburants, et l'aviation s'est plainte, elle dit, qu'est-ce qu'il attend, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plan biocarburant pour l'aviation, que se passe-t-il ? Bon, alors il y a eu quelques annonces, hein, et c'est vrai, moi je partage l'inquiétude, si je puis dire, du secteur de l'aviation. Pourquoi est-ce qu'on autorise n'importe quelle utilisation de la biomasse alors qu'il devrait y avoir une priorité pour l'aviation ? Bon, elle n'y est pas. Peut-être, elle viendra peut-être. Mais peut-être qu'il y a un autre problème. Peut-être que la biomasse, il n'y en aura pas assez. Je veux dire, c'est quand même une question compliquée, cette histoire-là. On ne peut pas demander à la nature de tout faire, y compris de tourner les avions et tout. Oh là là, ça fait déjà beaucoup. Et donc, sans doute que la solution est ailleurs. Et personnellement, je suis plutôt pour les électrocarburants, c'est-à-dire qu'on recycle le CO2, on ajoute de l'hydrogène, et allez hop, avec de l'électricité, on produit des hydrocarbures. Alors ça ne fait que tâtonner, si vous voulez, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut choisir la solution la meilleure, où on est sûr qu'il y aura toujours largement assez pour produire des carburants, alors que les biocarburants, c'est un peu compliqué. Et l'huile de friture, excusez-moi, mais on ne mange pas assez de frites pour qu'il y en ait assez de vol, quoi. Oui, alors je pense que vous avez raison, il faut qu'on regarde du côté de ces technologies les plus avancées de production de carburants aéronautiques durables, qui sont en effet les carburants de synthèse. La réalité, c'est que c'est aussi dans la perspective de cette concurrence sur l'usage de la biomasse que le travail sur l'avion à hydrogène est engagé, puisqu'on sait que même si ça ne vaudra que pour un certain segment de l'aviation, ça permettrait en tout cas d'avoir une consommation directe d'hydrogène, plutôt que de devoir encore le retransformer en carburant aéronautique durable, ce qui consomme bien sûr à nouveau à la fois de l'énergie pour le produire, et on sait qu'on a un enjeu de toute façon général de réduire la consommation d'énergie au-delà de la décarboner, et puis nécessite des coûts supplémentaires. Donc oui, c'est bien compte tenu de cette concurrence sur les âges de la biomasse qu'il y a ce travail aussi important sur l'hydrogène, qui est un vrai bouleversement pour l'aviation et qui n'est peut-être pas la solution de simplicité, et sur les électrocarburants.
Alors le vrai enjeu aujourd'hui sur les carburants de synthèse essentiellement, c'est le coût de cette solution, puisqu'aujourd'hui on estime que si des carburants aéronautiques durables coûtent à peu près 4 fois plus que le kérosène, les carburants de synthèse coûteraient à peu près 10 fois plus. Donc dans ce panel de 4 à 10, on aura probablement au fur et à mesure du temps la capacité à baisser ce coût, mais ça reste aujourd'hui quelque chose qui est absolument compliqué à intégrer dans le modèle économique des compagnies aériennes. Donc ça fait partie du panel de solutions, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille, ça fait partie des raisons pour lesquelles le secteur cherche toutes les solutions pour consommer directement l'hydrogène plutôt que de devoir le retransformer et donc aller jusqu'au coût qu'on évoque. Mais c'est quelque chose qui va se faire dans la durée et qui absolument fait partie des sujets de travail. Et dans les 5 consortiums de production de carburants aéronautiques durables dans lesquels est engagé le groupe ADP, on en a 2 qui sont sur des carburants de synthèse. Alors les différents aéroports français sont réunis dans une association, dans une fédération professionnelle qui s'appelle l'Union des aéroports français, l'UAF, qui est un cercle de discussion tout à fait productif sur l'ensemble de ces questions. Donc on voit tous les aéroports, tous les acteurs du transport aérien engagés dans cette démarche de transformation. Par ailleurs, on travaille aussi au niveau européen dans une association qui s'appelle l'ACI, qui existe au niveau européen, au niveau de chaque grande plaque régionale et au niveau mondial, et qui est un cercle privilégié de dialogue avec l'ensemble des acteurs. Et puis on a aussi ensuite des cercles qui nous permettent de réunir les acteurs de la filière, à la fois sur chaque plateforme dans lesquelles on a des cercles de discussion entre compagnies et aéroports, et puis à l'échelle nationale, notamment avec le CORAC, qui est le Conseil pour la recherche pour l'aéronautique civile, et qui est un cercle de dialogue dans lequel se trouvent à la fois les constructeurs, les compagnies et les aéroports. Alors, la structure tarifaire du groupe ADP est fondée justement, notamment historiquement, pour encourager à l'emport maximal des avions, et qui est la première solution pour réduire l'impact environnemental des avions, c'est de s'assurer qu'on optimise le nombre de mouvements. Donc ça, c'est la structure tarifaire historique, elle permet ça. Ensuite, par ailleurs, on a une modulation qui est une modulation acoustique, mais en réalité, cette modulation acoustique est un encouragement à utiliser les avions les plus performants, et en fait, les avions les moins bruyants sont aussi ceux de dernière génération qui consomment le moins de CO2. Cette modulation acoustique, elle doit être refondue, et c'est un travail qui est en cours avec la Direction Générale de l'Aviation Civile pour essayer d'avoir un barème encore plus incitatif pour aller vers les avions les plus performants. Demain, au-delà de ça, au-delà d'essayer d'encourager le remplissage maximal et l'usage des avions les plus performants, on souhaite aussi encourager l'usage justement des carburants aéronautiques durables, et c'est pour ça qu'on avait exprimé justement dans notre engagement dans le cadre des projets de production de carburants aéronautiques durables qu'on souhaiterait mettre en place une modulation sur le niveau d'incorporation de carburants aéronautiques durables par les compagnies aériennes sur nos plateformes. Alors on sera bien au-delà des moins 55% d'émissions à l'horizon dont on parle, et bien au-delà des moins 50% à l'horizon 2030. De toute façon, on a déjà réduit en valeur absolue nos émissions de CO2 sur ce périmètre direct de 70% depuis 2009. Donc on est sur une trajectoire de baisse des émissions qui est bien supérieure à ce qui est évoqué là. Et donc comme je le disais, on sera neutre en carbone en 2030 avec une compensation qui sera la plus faible possible, et on effacera le plus tôt possible par des projets permettant d'absorber les émissions résiduelles au plus tard en 2050, mais on espère bien entendu que ce soit beaucoup plus tôt, et on a éventuellement l'ambition d'y arriver avant 2040. La manière dont on y arrive, c'est des solutions qui sont aujourd'hui technologiquement connues. C'est d'abord les projets d'efficacité énergétique sur nos plateformes. Donc dans chaque projet de rénovation, bien sûr, on intègre des objectifs d'efficacité énergétique. On change l'éclairage, la climatisation, toutes nos installations consommatrices d'électricité pour minimiser la consommation d'énergie.
Et puis on passe l'énergie résiduelle en énergie verte, donc à la fois notre production de chaleur et de froid comme évoqué, et puis en termes d'électricité, on est d'ores et déjà à 100% d'électricité renouvelable, donc avec des garanties d'origine, et on s'est engagé en 2020 dans un corporate PPA, donc Power Purchase Agreement, dans lequel on a contractualisé pour la construction de 3 centrales photovoltaïques dans le sud de la France, qui sont des centrales additionnelles, donc on est bien en train d'ajouter de la capacité de production d'énergie renouvelable pour avoir la consommation équivalente dans nos plateformes. Pourquoi dans le sud de la France ? Parce qu'en réalité c'est beaucoup plus rentable et donc beaucoup plus performant, y compris sur le plan énergétique, de faire des centrales solaires dans le sud que de le faire sur les aéroports parisiens. Et puis ensuite le troisième volet pour réduire nos émissions, c'est bien sûr notre flotte de véhicules. Donc on est aujourd'hui à plus d'un tiers de véhicules décarbonés sur ce qui roule sur nos plateformes, et on sera à 100% avant la fin de l'année décennie 2030. Est-ce que pour le roulage des avions, vous utilisez ces engins-là ? Alors sur le roulage des avions, donc d'ores et déjà, ce qui est fait, c'est de fournir pour tous les avions au stationnement de l'énergie 100% verte pour tous les avions. Ils sont d'ores et déjà accès à l'électricité, et on les aura bientôt équipés là aussi en chaud-froid pour qu'ils n'utilisent plus du tout leur moteur auxiliaire au stationnement. Ensuite, sur la partie roulage, là, ça peut être soit en effet avec des engins d'assistance en escale qui, pour les avions pour lesquels c'est adapté, leur propose une solution décarbonée, et on est en train de renouveler aujourd'hui les licences d'assistance en escale. Et puis sinon, on est encore aujourd'hui sur des solutions d'optimisation du roulage, c'est-à-dire fluidification, réduction du stop and go, réduction de la sollicitation des moteurs avec du roulage en N-1 ou N-2 moteurs, c'est-à-dire avec des moteurs éteints, et puis ensuite peut-être que en effet c'est quelque chose qui peut encore se développer avec notamment les taxi boats qui font l'objet d'expérimentation, et on en a notamment expérimenté sur nos plateformes indiennes qui sont particulièrement précurseuses dans ce domaine. Le développement historiquement des hubs parisiens ne s'est jamais fait au détriment des plateformes régionales. C'est des logiques de croissance qui sont assez déconnectées. On a vu dans les années récentes croître les hubs parisiens et en même temps les plateformes régionales, donc il n'y a pas totalement de substitution du trafic de l'un à l'autre. Aujourd'hui, le modèle des plateformes parisiennes notamment, et notamment de Roissy, c'est d'être un hub international. Un hub international, ça veut dire qu'on regroupe des vols qui alimentent la correspondance pour faire ensuite des vols de correspondance qui soient au maximum densifiés, et donc qu'on mette tous les passagers qui en France souhaitent se rendre vers, je sais pas, Indianapolis par exemple, dans un même avion plutôt que faire partir 10 avions d'Indianapolis depuis des plateformes régionales. Donc la logique de correspondance, c'est bien une logique d'optimisation des liaisons aériennes. Après, tout dépend de la demande de transport aérien et de si une ligne est là aussi densifiée à son maximum depuis une plateforme régionale, ça fait dans ce cas-là totalement sens. En tout cas, aujourd'hui, la force d'un hub, c'est de pouvoir alimenter la correspondance internationale et de l'alimenter de différentes façons possibles, à la fois par des vols moyens et courts courriers et par du train, puisqu'on est aussi ce hub intermodal qui fait qu'on peut avoir une alimentation depuis différentes villes françaises en TGV vers des liaisons vers différentes destinations à travers le monde. Et la même chose vaut pour Orly, pour les destinations desservies depuis Orly, et notamment pour les DOM-TOM et l'Afrique du Nord, qui sont les destinations internationales privilégiées depuis Orly, où on a aussi cette même logique de correspondance. La logique aujourd'hui de l'hydrogène, elle s'inscrit à la fois dans le long terme avec la perspective avion hydrogène qui aura bien sûr sa propre structure logistique compte tenu du fait que ce sera de l'hydrogène liquide, mais elle peut aussi commencer tout de suite sur des usages au sol de l'hydrogène. Et notre souhait, c'est vraiment de travailler sur les deux volets, à la fois parce qu'il y a des usages au sol qui se prêtent aujourd'hui assez bien à l'usage de l'hydrogène, qui est là aussi une solution
complémentaires par rapport aux autres. Il y a des usages au sol pour lesquels l'électrique est bien, d'autres pour lesquels l'hydrogène est plus pertinent. Et puis parce que tout ça permet ensemble de créer un écosystème hydrogène, d'envoyer des signaux aussi sur le besoin de production d'hydrogène et de mise en place d'infrastructures de production, de transport vers les plateformes aéroportuaires et notamment les plateformes parisiennes. Donc on est en train d'essayer de construire aujourd'hui, petit à petit, le marché de l'hydrogène aéroportuaire qui permettra ensuite l'insertion la plus simple et la plus efficace de l'avion hydrogène au moment où il sera prêt à être mis sur le marché. Ce développement, donc, on a notamment souhaité l'encourager à travers cet appel à manifestation d'intérêt, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, des acteurs de l'énergie qui proposent de la production d'hydrogène, on en a un certain nombre, mais la nécessité très forte, c'est de faire émerger les cas d'usage. C'est-à-dire que l'amont est peut-être finalement assez bien connu, l'aval un peu moins, et aujourd'hui, on considère qu'on doit essayer de révéler au maximum ces cas d'usage sur l'aéroport pour faciliter la mise en place de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc notre appel à manifestation d'intérêt, il avait cet objectif. Il a d'ailleurs, on a eu un très grand taux de participation. On a eu à peu près, je ne sais plus si c'est 120 ou 130 réponses à cet appel à manifestation d'intérêt. Et donc on a choisi 11 projets qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur, soit des solutions sur l'amont, mais sur lesquels on est justement allé chercher des solutions un peu plus avancées, un petit peu plus reposant sur des logiques de production très innovantes, puisqu'on sait que la production classique d'hydrogène est a priori relativement maîtrisée. Et puis ensuite, on est allé chercher sur ce qui pouvait se passer sur l'aval de la chaîne, notamment les cas d'usage, donc sur tout ce qui concerne l'exploitation aéroportuaire côté piste, sur lesquels on peut avoir des véhicules qui se prêtent à l'usage de l'hydrogène. Et puis ensuite le volet intermédiaire sur la partie distribution-ravitaillement. Donc notre souhait, c'est vraiment celui-là, c'est celui de permettre à tous les acteurs de l'aéroport qui peuvent avoir des solutions qui se prêtent à l'usage de l'hydrogène, de les révéler, de les faire émerger, pour que petit à petit ce marché-là se mette en place et contribue à la décarbonation de l'aviation. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la question. D'abord, sur l'aviation low cost. L'aviation low cost, elle a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est très souvent des vols moyens courriers. Donc, les vols moyens courriers, ce sont les premiers qui pourront être décarbonés, parce que sur l'aviation moyen courrier, c'est justement le type d'aviation qui se prête à des solutions hydrogène, y compris potentiellement par du mix hydrogène en combustion et en pile à combustible, donc avec potentiellement une solution à un certain nombre d'acteurs travaillent dessus sur de l'électrique pour l'aviation moyen courrier, même si ça reste encore assez hypothétique, et puis là aussi sur des carburants aéronautiques durables. Donc c'est de l'aviation qui sera probablement la première décarbonée. Par ailleurs, l'aviation low cost, c'est aussi une aviation qui densifie énormément les avions. Donc c'est pas totalement négligeable non plus en impact par passager. On est sur des avions très, très denses et qui donc réduisent la consommation de kérosène par passager. On a un acteur comme EasyJet qui a d'ores et déjà pris l'engagement d'être neutre en carbone depuis 2020 et qui compense l'intégralité de ses émissions en dehors d'avoir par ailleurs des avions extrêmement performants puisque c'est un des acteurs qui a le plus d'avions, notamment Airbus Neo sur nos plateformes, qui sont les avions les plus légers et donc les moins consommateurs de carburant. Donc l'aviation low cost n'est pas une aviation non responsable et je pense qu'on est même en réalité très, très loin de là. Donc on a d'ores et déjà une aviation qui a un degré de performance non négligeable. Et par ailleurs, ensuite, je pense qu'il y a à chacun de considérer aussi l'impact de son voyage sur la totalité de son voyage. Et la totalité de son voyage, ça part de la porte de chez soi, c'est le trajet qu'on fait jusqu'à l'aéroport, le vol en avion et sa vie sur place. Donc là aussi, si on utilise de l'aviation low cost pour un séjour allongé, qui soit responsable, sur lequel on se déplace de manière raisonnable et sur lequel on peut par ailleurs faire là aussi le choix de regarder par quel modèle d'avion la compagnie utilise et est-ce qu'on a une offre de compensation aussi, je pense qu'on peut avoir un mode de séjour qui soit vertueux et qui contribue à la démarche globale d'amélioration.
Alors, la biodiversité, c'est un enjeu majeur pour le transport aérien. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut être dans l'ensemble plutôt fier de l'impact. Enfin, c'est-à-dire que le transport aérien minimise quand même le nombre de kilomètres bétonnés par rapport aux kilomètres parcourus. C'est-à-dire que pour survoler l'Amazonie, il vaut quand même mieux le faire en avion que faire une ligne de chemin de fer à travers l'Amazonie. Donc on a un impact biodiversité et un impact au sol qui est quand même considérablement réduit par rapport à n'importe quel autre moyen de transport. Voilà. Bon, ceci étant dit, ensuite bien sûr il y a les pistes d'aéroport, ça reste court par rapport au nombre de kilomètres parcourus et par rapport à la densité d'avions qu'on est en capacité d'y faire passer, mais on a ces pistes d'aéroport et donc notre enjeu à nous ADP c'est aussi bien sûr de préserver la biodiversité dont on dispose et comme chacune de ces pistes est entourée de prairies aéronautiques pour des raisons de sécurité, il se trouve qu'on a chez ADP la moitié des prairies sauvages d'Île-de-France qui sont sur nos emprises. Donc on a une immense quantité d'espaces verts. Une grande chasse aux lapins. Bon, des lapins, il y en a une grande quantité. On a des renards, on a beaucoup d'oiseaux. Enfin voilà. Donc on a une stratégie de gestion de la biodiversité de la manière la plus respectueuse possible. On n'utilise plus de produits phytosanitaires à Orly depuis 2015 et on sera bientôt dans ce cas-là à Roissy aussi. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'avoir vraiment la gestion la plus respectueuse de la nature sur nos emprises. On fait d'ailleurs beaucoup d'actions d'observation de cette biodiversité et on organise des visites et des inventaires de la biodiversité sur nos plateformes puisqu'on a une très grande richesse de cette biodiversité. L'objectif, bien sûr, c'est de la préserver dans la durée, au-delà de cette gestion, on va dire, du quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite aujourd'hui travailler sur ce qu'on appelle le zéro imperméabilisation nette, qui est de voir comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'à l'avenir, quand on aura un projet, soit on réduit la surface imperméabilisée, soit on désimperméabilise ailleurs à due concurrence de ce qui est imperméabilisé. Et ça, c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a d'ores et déjà sur nos emprises des zones qui sont un peu moins utilisées qu'elles l'étaient à une époque. On a notamment une très ancienne piste d'aviation à Orly qui devrait pouvoir être rendue à la nature dans les années à venir. Donc c'est un sujet plutôt de fierté dans l'ensemble, mais sur lesquels on souhaite bien sûr être les plus attentifs possibles. Et on fait partie de l'initiative des entreprises engagées pour la nature, dans lesquelles on a publié des engagements qui sont extrêmement lisibles sur ce sujet. Et les nuisances du bruit. Et les nuisances du bruit, pardon. Oui, alors les nuisances du bruit, ça c'est un sujet historique, bien sûr, bien connu des plateformes aéroportuaires et de ceux qui vivent autour. Aujourd'hui, on travaille donc sur tous les piliers de ce qu'on appelle l'approche équilibrée qui a été définie par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire encourager le renouvellement des flottes pour avoir les appareils qui font le moins de bruit, et donc là on en revient à la modulation des charges aéroportuaires, des tarifs d'aéroport qui visent justement à encourager l'usage des appareils les moins bruyants, et sachant que ceci est modulé en fonction des plages horaires de la journée, puisqu'on souhaite notamment préserver au maximum les plages de nuit et de bordure de nuit. Donc ce renouvellement des flottes. Ensuite, vous savez qu'il y a des règles de planification urbaine à proximité des aéroports pour s'assurer là aussi de réduire l'exposition au bruit. Et on a notamment un programme d'insonorisation dans ce qu'on appelle le plan de gêne sonore, dont ADP est le gestionnaire, et qui vise à aider à financer des travaux d'insonorisation des logements qui sont dans ce plan de gêne sonore. Ensuite, on travaille énormément avec les services de la navigation aérienne sur les procédures de moindre bruit. Et ça, c'est notamment un grand projet des services de la navigation aérienne de Roissy, de mettre en place pour la fin de l'année 2023 ce qu'on appelle les descentes continues, c'est-à-dire les descentes sans palier à l'approche de Roissy, pour lesquelles on a d'ores et déjà des tests en conditions réelles qui se déroulent en 2021 et dans lesquels les services de la navigation aérienne sont vraiment très très engagés. Et puis on va avoir progressivement ce travail sur les descentes continues également à Orly.
Et puis ensuite le dernier levier, c'est les restrictions d'exploitation. Donc on a d'ores et déjà des restrictions d'usage des aéronefs sur nos plateformes. Et on a engagé à Orly notamment ce qu'on appelle une étude d'approche équilibrée qui vise justement à mettre en place de nouvelles restrictions sur l'usage des aéronefs les plus bruyants pour préserver les plages de bordure de nuit à Orly. Donc on est très engagé sur ce sujet-là, c'est un sujet de discussion traditionnel avec la riverainté. En tout cas, les progrès des aéronefs permettent progressivement de réduire ce bruit, même si ça reste nécessairement pour ceux qui le vivent insatisfaisant. Et en particulier à CDG, on a cet indicateur de mesure qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle l'IGMP, l'indice global mesuré pondéré, qui mesure le bruit global émis sur la plateforme à travers le temps, et on était à peu près au niveau 100 en 2000, et on est aujourd'hui à peu près à 65 par rapport à cette référence 100. Donc le bruit a diminué d'un tiers, le bruit émis, depuis le début des années 2000. La critique de l'impact environnemental de l'aviation, c'est quelque chose qu'on regrette, effectivement. Aujourd'hui, on constate que l'aviation a une part des émissions de CO2 qui est compris entre 2 et 3% environ des émissions à l'échelle mondiale, ce qui, effectivement, peut sembler faible, même si notre souhait est de le réduire au maximum. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent aujourd'hui cette critique, malgré ce qui paraît un peu disproportionné par rapport à ce poids. La première, c'est le fait que le transport aérien est un secteur qui, pré-crise Covid, était en croissance très forte. Notamment parce que porté beaucoup par les pays émergents, par l'Inde et par la Chine en particulier, qui fait qu'on avait une croissance plus rapide en fait, que le PIB, qui amenait au fur et à mesure du temps à prévoir une augmentation de cette part de l'aérien dans les émissions de CO2 mondiales. Ensuite, la deuxième raison, je pense, c'est que les pistes de solutions dont on a parlé sont des pistes de solutions qui sont à effet relativement lent. C'est-à-dire que aujourd'hui, la conviction qu'ont les acteurs du secteur, c'est que on ne reviendra jamais au niveau d'émissions de 2019. 2019 aura été le pic des émissions du transport aérien parce que le développement justement des carburants et le renouvellement des flottes permettent de réduire les émissions et que post-crise Covid, on n'en revienne pas à ce niveau-là. Il n'empêche que le déploiement des carburants aéronautiques durables va prendre un certain temps, compte tenu de la nécessité de mettre en place des installations de production, compte tenu de la nécessité de préserver le modèle économique des acteurs, et compte tenu du fait que le volet hydrogène, quant à lui, est quelque chose qui entre en vigueur dans le temps, puisque la perspective aujourd'hui, c'est d'avoir un avion à hydrogène pour le milieu de la décennie 2030. Donc cette décarbonation, même si on ne revient pas au niveau de 2019, peut sembler prendre un certain temps, même si on atteindra, c'est le souhait de tous et la trajectoire sur laquelle on est engagé, la neutralité carbone en 2050 pour tous les vols au départ de l'Europe. Il n'empêche que c'est quelque chose qui va se faire dans la durée. Ensuite, je pense que l'aviation bashing, le dernier point, mais qui est peut-être un peu enfoncer une porte ouverte, ça vient de la perception que c'est des émissions qui sont dues à des loisirs d'un petit nombre de citoyens, et donc se mêlent sans doute à cette logique environnementale, une logique que je dirais sociale quelque part, qui est de considérer qu'on est sur en quelque sorte du superflu. Aujourd'hui, je crois quand même que ce que la crise Covid a aussi révélé, c'est le besoin de contact, le besoin d'échange, et que même s'il y a une petite perception que ce n'est pas à la base des besoins primaires de l'individu, il n'empêche qu'on a tous besoin d'échanger, de voyager, d'être en contact, et qu'il y a donc une utilité du transport aérien. Mais enfin, voilà, je pense que le fait que tout ça soit à déclenchement un peu qui n'est pas aussi rapide que pour certains autres secteurs pour lesquels toutes les solutions technologiques sont déjà aujourd'hui prêtes, et sur le fait que cette perception du loisir comme pouvant être d'importance secondaire explique cet aviation bashing. Est-ce que je peux poser une question aussi? Parce que le bashing, ça vient peut-être aussi de la crise de la Covid. Parce qu'on s'est aperçu que la mondialisation, c'était notamment les avions, et que cette mondialisation, grâce aux avions, a transmis assez rapidement l'épidémie.
Et donc je suppose que la crise du Covid a aussi a été un moteur de réflexion peut-être pour les aéroports. Comment est-ce que les aéroports peuvent, comment dirais-je, contribuer à réduire les risques épidémiques? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des hôpitaux dans chaque aéroport pour aller mettre les gens en quarantaine? Enfin, tout ça, ça a dû être extrêmement difficile et en même temps porteur de réflexion pour l'avenir. Est-ce qu'on doit organiser, comment dirais-je, une politique sanitaire spéciale dans les aéroports? Alors effectivement, on a dès le début de la crise Covid engagé un plan important de prévention du risque sanitaire, c'est-à-dire mis en place avant que l'État nous le demande, déjà les caméras thermiques, et ça je reviendrai peut-être dessus pour essayer d'avoir ce filtre à l'arrivée, et puis une capacité de test, et notamment de test au départ, et donc on a mis en place des centres de test en partenariat avec le laboratoire Cerballiance initialement, à un moment où ils étaient encore extrêmement peu répandus, et donc où on était justement dans ce souhait de prévenir la transmission des virus. Aujourd'hui, on a une assurance, un degré d'assurance sanitaire extrêmement fort tout du long du parcours. C'est-à-dire que les personnes qui viennent dans les aéroports, ce sont des passagers munis de tests ou vaccinés, ou en tout cas qui répondent aux exigences sanitaires de leur lieu de destination. On a dans les avions et dans les aéroports bien sûr le port du masque tout du long, des conditions de renouvellement d'air qui sont particulièrement exceptionnelles, et puis à l'arrivée à nouveau des tests, vérification des documents sanitaires et tests. Ce qui est vrai, c'est qu'on a tous été surpris en début d'année 2020 par ce virus, et que je pense que l'Europe n'avait pas l'habitude de ce virus. Nous, typiquement, on est allé voir ce que faisait notre aéroport de Madagascar au début de l'épidémie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Afrique a une culture de lutte notamment contre le virus Ebola, qui est beaucoup plus poussée que celle qu'on connaît en Europe, qui fait qu'ils typiquement, ils avaient d'ores et déjà des caméras thermiques qui étaient en standard déployées dans les aéroports, ce qu'on n'avait pas nous en Europe. Donc je pense effectivement qu'on a fait une rupture un peu culturelle, de se dire que le risque sanitaire est effectivement une réalité aussi pour l'Europe et pas uniquement en Asie et en Afrique, grosso modo. Et donc on va en tirer les conséquences sur le long terme, et oui, probablement on sera sur des degrés d'exigence qui seront bien supérieurs à l'avenir que ceux qu'ils étaient pré-crise Covid. Oui, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez souffert, et ce que vous avez dû innover après les attentats, le risque terroriste, tout ça. Donc ça fait beaucoup de contraintes pour les aéroports. Ça fait beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, on est par ailleurs soumis à des contraintes fortes, effectivement, parce qu'on se trouve du coup avec une multiplication des contrôles, et donc c'est pour ça aussi qu'on s'exprime pas mal sur les inquiétudes, sur les temps d'attente cet été, parce que justement, contrôle de police, contrôle sanitaire, ça s'additionne, ça fait beaucoup. Après, l'exploitant aéroportuaire a toujours appris à travailler sous contrainte et à se réinventer, et donc cette transformation sanitaire, je pense qu'on réussira à la prendre en compte, même si bien sûr l'objectif, c'est quand même d'avoir une généralisation de la vaccination qui permette de faciliter les circulations. Aujourd'hui, on voit que le pass sanitaire digital se multiplie, et que les pays qui réussissent à être le plus sobres en termes administratifs, c'est aussi ça qui permet de faciliter les déplacements en faisant confiance à des solutions de contrôle numérique. Ah voilà, ça c'est intéressant, la sobriété administrative. C'est un joli terme. Exactement. Non, mais si on n'a pas 7 pages de formulaire papier à remplir et d'attestation sur l'honneur, mais un QR code à montrer, ça reste uniquement un outil par rapport à une réalité au fond qui est de savoir si on est testé et vacciné, mais c'est quand même plus simple pour les aéroports. Donc oui, effectivement, c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on travaille. Donc la somme de contraintes, on sait la prendre, mais il faut qu'on réussisse à avoir un dialogue de qualité avec les autorités pour réussir à faire ça de la manière la plus efficace possible. Aujourd'hui, l'ensemble des actions que met en œuvre le transport aérien pour se décarboner, ce ne sont pas des actions qui sont incitées par le projet de loi climat, c'est des incitations qui sont proposées par les acteurs pour aller dans cette direction, et qui nécessitent de la part des acteurs
des investissements conséquents et des assurances sur la préservation du niveau de concurrence. Donc c'est ça qui va nous permettre d'atteindre le zéro émission nette de CO2 en 2050, c'est le fait d'avoir l'ensemble de ces actions qui sont déployées. Ce que je veux dire par là, parce que ça ne semble pas tout à fait répondre à la question, c'est que les acteurs ont aujourd'hui une trajectoire de réduction à zéro des émissions qui ne repose pas sur la limitation de l'activité et qui nécessite une capacité d'investissement. Donc bien sûr, ce qui vient limiter l'activité et ce qui vient réduire les marges et donc la capacité d'investissement ne peut que aller à l'encontre de la trajectoire telle qu'elle est proposée. Bon, ceci étant dit, l'objectif final, je pense qu'il est partagé par tous, c'est vraiment de réussir à aller vers ce zéro CO2. La question, c'est plutôt celle de la méthode, et c'est là où il peut y avoir un petit peu de divergence entre nous, on va dire, un certain esprit du texte qui peut pour partie reposer sur cette idée de limitation de l'activité et cet effort extrêmement important et extrêmement mobilisateur dans lequel sont engagés les acteurs de la filière. Le volet ligne domestique et notamment ligne avec une alternative train de moins de 2h30, on regrette bien sûr cette interdiction, puisque ce sont les lignes là aussi qui seront les premières décarbonées, que par ailleurs il y a un article qui demande de compenser intégralement les émissions du transport domestique, donc en fait que ce seront dès 2024 en réalité probablement des émissions, des lignes 100% décarbonées, puisqu'on aura compensé toutes les émissions résiduelles. Ça peut sembler dommage de les interdire dans ce contexte-là. En parallèle, on a l'ensemble des acteurs, et notamment nous, aéroports, qui sont très mobilisés pour améliorer l'intermodalité, et donc, en réalité, s'assurer d'une qualité de correspondance qui fait que partout où le train est plus pertinent pour le voyage d'une personne que l'avion, ce soit privilégié et qu'on ait derrière, à l'arrivée, une assurance d'avoir une correspondance la plus qualitative possible et la plus proche possible de l'expérience qu'on a quand on est en correspondance avion-avion. Donc ça, c'est notre souhait de faire, dans la mesure du possible, le transport privilégié quand c'est pertinent. Ça ne va pas jusqu'à une logique d'interdiction, et donc, à nouveau, on regrette cette logique d'interdiction. Sur l'article sur les extensions d'aéroports, aujourd'hui, on est engagé justement pour baisser les émissions par rapport à 2019. Donc, comme c'est le point de départ pour interdire les extensions d'aéroports dans le projet de loi climat, je pense qu'aujourd'hui, le vrai point d'attention, il est sur la manière dont ceci va être pris dans les textes réglementaires d'application, et c'est là-dessus que je me permets, puisque vous êtes collaborateur parlementaire, d'attirer votre attention. On a quand même derrière une traduction qui peut faire varier très largement la manière d'interpréter la disposition de la loi sur les extensions d'aéroports telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Donc on a sans doute un appel collectif à la vigilance à faire sur la manière dont c'est ensuite traduit en texte d'application par décret. Au-delà de ça, ce sont des articles qui sont en effet révélateurs d'un état d'esprit qu'on peut regretter, mais sur lesquels en tout cas on souhaite donner une assurance claire, qui est qu'on a un objectif final partagé, qui est celui de la décarbonation, et on salue en revanche le fait que sur le volet taxation du kérosène, ça soit renvoyé à une discussion européenne, puisque comme je le disais, c'est réellement la question de la préservation des justes niveaux de concurrence qui permettra d'avoir une vraie incitation à l'effort de décarbonation des acteurs. Parce que si aujourd'hui un acteur sait que s'il fait un effort de verdissement, il va perdre une partie du trafic parce que les conditions de concurrence lui seront très défavorables, en réalité ça ne sera bon ni pour l'activité en France, ni pour l'environnement bien sûr, puisque dans ce cas-là ça conduit à privilégier une route sur laquelle on aura plus d'émissions, sans doute déjà plus de longueur de trajet, si quelqu'un contourne pour passer par ailleurs, et puis plus d'émissions, puisque pas le même effort de verdissement. Donc cette question des justes conditions de concurrence est absolument essentielle, et je pense que là-dessus, la fermeté sur cette position dans le débat sur la loi climat est absolument essentielle. Donc effectivement, le groupe ADP a engagé un partenariat avec la RATP pour faire ce qu'on appelle l'UAM, l'Urban Air Mobility, donc qui vise à faire
de la mobilité urbaine, là aussi décarbonée, et faible nuisance. C'est important parce qu'en fait l'objectif c'est que le système de multiples rotors à la place des grandes hélices en pale permettent de réduire énormément le bruit et donc d'avoir un appareil qui fait très peu de bruit en vol urbain à basse altitude. L'usage de ce drone, de ce drone, en réalité c'est pas un drone, en tout cas dans un premier temps ce sera conduit par un pilote, et par ailleurs il y a une capacité d'accueil de plusieurs passagers, donc on n'est pas sur ce qu'on appelle aujourd'hui essentiellement un drone, mais bien sur une mobilité aérienne, urbaine, et à terme qui vise à être une mobilité autonome. Donc le premier usage qui est possible, c'est de remplacer l'hélicoptère. Donc là, sur remplacer l'hélicoptère, on est vraiment sur quelque chose qui substitue un véhicule bruyant, très émissif, très consommateur de kérosène, par un véhicule non bruyant et non consommateur de kérosène. Donc a priori, ce volet-là est sans doute assez consensuel. Ensuite, la question c'est est-ce que ça peut devenir ensuite derrière, dans une vision à terme justement, une capacité de mobilité en zone urbaine, et c'est bien ce que voit la RATP dans le projet, puisque aussi de décongestionner une partie du sol en ayant une capacité d'avoir cette mobilité basse émission qui viennent compléter le panel de solutions de cet enjeu très, très complexe qu'est la mobilité en zone urbaine. Donc ce plan de déploiement, il est bien sûr en plusieurs étapes. Aujourd'hui, on a lancé un centre de test, donc ce qu'on appelle un bac à sable sur l'aérodrome de Pontoise, et on a fait une inauguration dans l'année 2020, et on devrait pouvoir faire des premiers tests pour répondre à votre question, là maintenant cet été, à la fin du mois de juin et début juillet, sur l'aérodrome de Pontoise. Et puis ensuite, notre souhait, bien sûr, c'est de développer de premières liaisons commerciales pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, puisque ça peut être une vraie plateforme de visibilité pour cette solution. Mais voilà, c'est quelque chose qui est en plusieurs étapes, et en tout cas avec des premiers tests qui pourront être faits très très prochainement. L'encouragement de la mobilité électrique hybride, c'est en effet un vrai sujet, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans les années à venir. C'est pas un sujet qui est totalement évident, parce qu'en fait il y a une liberté de choix de chaque individu sur son mode de transport qui est très large, mais d'avoir effectivement cet encouragement pour privilégier les flottes les moins émissives. Donc ça fait partie à la fois pour les véhicules individuels d'avoir des solutions de proposer des parkings particulièrement qualitatifs là où sont les bornes électriques pour encourager à avoir des choix de mobilité électrique, et puis d'avoir des zones justement pour les véhicules partagés qui soient plus incitatives, voire à tarif plus favorable pour les véhicules hybrides électriques. C'est encore un axe de travail, mais oui, le point en tout cas est important, sachant que pour nous le sujet majeur, c'est aussi de retirer une partie des voitures, puisque quelque part au-delà des émissions et du fait d'être basse émission, on a un problème de saturation de nos accès qui est un enjeu majeur pour nous, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de congestion sur les accès de Roissy. Donc voilà, donc oui, et effectivement ça fait partie du travail. C'est en fait là aussi un panel de solutions comme sur le reste, on n'a pas de voie unique, mais développer les accès de transport en commun, encourager à la mobilité plutôt partagée et à la mobilité électrique ou hybride, là où c'est possible effectivement. Le gouvernement a effectivement demandé en début d'année l'arrêt du projet de Terminal 4, qui était un projet conçu dans une période pré-Covid. Donc le projet de Terminal 4 avait été conçu sur des prévisions de croissance pré-Covid qui n'étaient plus adaptées à la période actuelle. Aujourd'hui, on a entendu la demande du gouvernement d'arrêter ce projet et de réfléchir à ce que devait être dans le nouveau monde qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le monde post-Covid, le monde avec la contrainte sanitaire, le monde avec justement cette
beaucoup plus grande visibilité et engagement sur cette démarche de transition environnementale de l'aviation, de réfléchir à ce que pouvait être un projet de transformation de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc c'est dans cette phase-là qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en est à réinterroger les besoins de tous les usagers de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et de se dire notre projet de transformation à horizon 2050, si on essaye de se projeter, que doit être l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et on voit bien que quand on prend cette réflexion, en fait aujourd'hui, on en arrive à réfléchir d'abord à la gestion des flux, et notamment des flux des circulations, comme on vient de se le dire, circulation routière, flux de passagers, etc. Et à la circulation des flux énergétiques, pour se dire qu'est-ce que ça va être une plateforme qui doit accueillir non seulement du kérosène, mais du kérosène, de l'électrique, de l'hydrogène, des carburants aéronautiques durables, etc. Donc quand on réfléchit aujourd'hui à l'aéroport en 2050, le point de départ est fondamentalement différent de celui qu'on avait en période pré-Covid. Donc aujourd'hui, on n'est pas en capacité, bien sûr, de dire quel va être ce projet de transformation, mais oui, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, c'est un aéroport qui va continuer de vivre, qui doit se développer notamment pour les besoins du trafic international, parce que ça reste le principal hub de correspondance avec l'international en France, et que ça reste un optimum de densifier les lignes vers l'international. Mais aujourd'hui, on en est dans cette phase-là de se poser la question de quel projet industriel, quel projet de transformation, de manière à pouvoir le présenter le moment venu, qui aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase de réflexion. L'ambition, je dirais, européenne est extrêmement forte. L'Europe, avec en effet le Green Deal, affirme une ambition d'être le premier continent neutre en carbone en 2050. C'est une étape et un pas de plus par rapport au reste du monde, même si on a des préoccupations du même ordre en Amérique du Nord. Pour le reste, ça reste quand même, on est sur un continent très avancé. Donc la France, elle fait pleinement partie de ce mouvement européen, et d'ailleurs on sait que la France aura la présidence française de l'UE en 2022, au moment où probablement le Green Deal aura fini la phase de codécision et sera en réalité adopté et deviendra une politique européenne. Donc la France va avoir un rôle absolument clé à jouer dans cette stratégie européenne pour la neutralité carbone. Donc oui, bien sûr, c'est essentiel. Et la France aujourd'hui, je pense, est plutôt dans une démarche positive, dans le sens où typiquement on s'apprête à être les leaders de l'aviation décarbonée grâce à l'avion à hydrogène d'Airbus. S'il voit le jour, on aura réussi, nous en France, à mettre le premier avion neutre en carbone en circulation. Et ça, c'est notamment permis par le soutien à la recherche aéronautique civile que proposent les autorités françaises. Donc on a un engagement qui est fort. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est que ça se traduise concrètement par un vrai alignement sur la trajectoire, de se dire qu'on partage à la fois les modalités, qui est celui d'aider et d'accompagner les acteurs dans leur effort d'investissement pour la transition, et donc de ne pas être là aussi sur une logique de freinage ou d'interdiction, mais bien dans une logique d'accompagnement des acteurs et d'avoir un alignement sur l'ensemble des leviers de la trajectoire, c'est-à-dire non seulement l'avion à hydrogène, mais aussi le soutien nécessaire aux carburants aéronautiques durables. Donc sur les principes, il y a un fort engagement, et je pense qu'on a encore quelques leviers à travailler ensemble, mais qu'on est sur la bonne voie pour ça. Je vous remercie aussi, madame. Vous êtes une encyclopédie et il y a tellement d'informations qui ont été données, donc c'est formidable. On voit mal, ADP c'est un groupe international, donc on vient de terminer comme ça, on voit mal comment l'Indonésie, le Brésil, la Chine, les États-Unis, le Canada vont tout d'un coup limiter, arrêter l'utilisation des avions. Enfin, c'est totalement absurde. Et donc, on a toujours en France, avec nos acteurs politiques, un risque de provincialisation ou de regard insuffisant. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Et on a tendance à chercher des boucs émissaires. Alors, c'était l'aviation à un moment donné, ça aurait pu être le ciment c'est 3% ou 4%, ça pourrait être le numérique, et c'est 3 ou 4%, enfin, etc. Bon, il faut évidemment résister à cette tentation du bouc émissaire. L'aviation joue un rôle absolument capital. Et si je peux en profiter devant vous, madame, je dirais mon admiration, moi, pour la filière de l'aviation. C'est un secteur industriel extraordinairement innovant. Et c'est même l'aviation elle-même qui a proposé de réduire ses émissions. Je me souviens très bien d'une résolution de l'IATA, l'Organisation des compagnies aériennes, qui a décidé elle-même qu'il fallait réduire, etc.
Et donc, il ne faut pas chercher Noise trop à l'aviation. Évidemment, elle a un pas de temps d'une vingtaine d'années. Hein. Chaque génération d'avions, ça prend du temps. Et donc, l'aviation est obligée de se projeter 20 ans en avance ou 30 ans à l'avance. Qu'est-ce qui va se passer? Et je pense que vous nous avez, madame, fait la démonstration que vous avez cette pensée de 20 ans en avance sur le reste. Donc, merci beaucoup pour ça et bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.